Bienvenue dans La Tête aux Pieds, le podcast qui explore la relation entre le corps et l'esprit. Je m'appelle Adrien Mater, auteur du livre « Le yoga pour les hommes ». Je suis également formateur et enseignant en yoga et en pilates. Seul ou avec mes invités, je vous donne rendez-vous chaque dimanche pour explorer la façon dont le travail du corps peut influencer de manière positive notre posture physique et mentale, nos relations, mais aussi la société dans son ensemble. Dans la seconde partie de mon entretien avec Claire, nous parlons de la façon dont son engagement politique se traduit aussi dans sa façon d'enseigner et de gérer son studio à Genève. Donc là, tu parlais de la façon dont tu enseignes. Est-ce que concrètement, tu pourrais expliquer comment ça se traduit cette volonté ? Parce que on a un peu l'image dans un cours que le prof, il donne les consignes. En yoga, on fait les salutations au soleil et puis on enchaîne les postures, etc. Et toi, tu travailles pas exactement comme ça ? Comment ça pourrait se traduire concrètement ? Si on va dans ton cours, comment ça se voit que tu fais ça ? Alors je guide bien sûr, je donne toujours la liberté de ne pas m'obéir. Et c'est quelque chose c'est peut-être une liberté qui se prend difficilement au début, mais c'est une liberté avec lesquelles mes élèves réguliers deviennent beaucoup plus confortables avec le temps. Donc je donne toujours cette liberté, que ce soit très simplement, avec des choses très simples comme vous pouvez à tout moment revenir dans la posture de l'enfant, etc. Ça c'est très simple, mais même tout le temps, régulièrement, je dis si vous voulez modifier, si vous le sentez différemment, faites-le. J'aime bien aussi guider des choses un peu en parallèle. Je sais pas, j'ai différentes formes de vinyasa que j'arrive à guider en parallèle avec une forme plus douce et une forme plus complexe. Et pareil, c'est toujours un peu perturbant au début, mais c'est des habitudes en fait que je donne à mes élèves. Et ensuite, quand ils commencent à se donner eux-mêmes la permission de faire des choses différentes que leurs voisins, ça vient assez vite. Et puis j'encourage évidemment pendant toute la pratique à observer ce qui se passe et prendre des décisions après cette observation. Donc, comment je me sens là, et puis si je sens qu'il faut que je change, je change. Donc, je leur donne vraiment cette liberté. Donc, tu proposes des options et en même temps, tu proposes la possibilité de suivre sa propre intuition, quoi. Exactement. Comme si et j'encourage. Deux axes. Ouais, ok. Parce que tu ne sais pas mieux qu'eux, quoi. Exactement. Ok, ça c'est... Enfin, moi aussi, j'aspire à travailler comme ça et c'est ce que j'essaie de mettre en place dans mes cours. Mais c'est un modèle qui est assez innovant ou insolite, parce que moi, si je me rappelle la façon, alors encore plus dans les arts martiaux, donc j'ai été formé, mais même au yoga en fait, est-ce que toi tu as été formé comme ça quand tu as fait tes premiers cours de yoga ou tes formations de prof ? Je sais pas, je suis pas sûre en fait. Je crois pas. Je sais pas d'où ça vient ça. C'est une bonne question. Ouais. Peut-être parce que tu étais sensible au travail, peut-être sur les traumas ou des choses comme ça. Enfin, moi aussi, c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard, quand j'étais déjà prof. Mais parce que comment tu t'es formé au yoga ? Avec qui, notamment ? Du coup, j'ai été formée par une école qui s'appelle Yoga Life, qui était pas très loin de Genève, que j'ai complètement... Moi, je me suis formée parce que j'étais vraiment malheureuse et harcelée dans mon travail d'ingénieur. Et puis j'aimais bien le yoga, mais j'avais pas vraiment... Voilà, j'étais juste un peu perdue. Et puis, je suis tombée sur cette formation qui commençait une semaine après que je me sois posé la question. Et puis, je me suis lancée dedans sans connaître les profs. Vraiment, gros hasard, quoi. Mais c'était une très bonne formation. J'ai beaucoup aimé. Et puis du coup, j'ai réalisé qu'en fait, j'aimais beaucoup enseigner et puis je me suis lancée à fond. Mais c'était un certain pari. J'ai eu de la chance. Et après, ce qui était chouette dans la formation que j'ai faite, c'est que c'était une formation qui nous poussait pas à enseigner un style, qui nous encourageait vraiment à trouver notre style et à faire à enseigner comme on voulait. Puis du coup, j'ai exploré. Après, j'ai trouvé Shiva Rea. Et puis Simon Park, et ça j'ai beaucoup aimé comme façon d'enseigner, comme façon de préparer des séquences. Je suis aussi formée en yin, en yoga nidra, en pas mal de choses, mais j'enseigne principalement le vinyasa, mais un vinyasa de plus en plus lent.
Et alors, encore une fois, pour expliquer, Shiva Rea, par exemple, est-ce que tu pourrais présenter un peu son travail? Oui, bien sûr, pardon. Shiva Rea, c'est une américaine qui utilise son vrai nom, donc qui a un nom relativement prédestiné à l'enseignement du yoga. Donc c'est une américaine, une californienne qui a un petit peu plus de la cinquantaine maintenant et qui a vraiment... Elle est vraiment intéressante parce qu'elle est passionnée par... c'est une vraie passionnée, quoi. C'est vraiment une passionnée. Elle est aussi passionnée de mouvement, elle est passionnée de danse, elle est passionnée, elle est fascinée par l'Europe et le sacré de l'histoire européenne. Et elle a vraiment intégré la philosophie du yoga dans sa façon d'enseigner. Donc elle utilise des choses elle utilise l'alignement énergétique. Donc voilà, ses cours sont absolument magnifiques. C'est assez difficile d'enseigner comme elle parce que du coup, elle utilise très peu d'alignement basique en disant mets ton genou au-dessus du pied, des choses comme ça, parce que elle a quelque chose de beaucoup plus poétique et assez magnifique. Donc après, elle enseigne à des enseignants, donc on connaît tous les postures, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus dur d'enseigner comme ça à des débutants qui n'ont peut-être pas cette connaissance des asanas et puis du corps, mais ouais, elle a vraiment tout intégré, et puis c'est beau à pratiquer, c'est beau à enseigner, c'est des belles pratiques de vinyasa, c'est vraiment chouette. Et ouais, c'est vraiment très chouette. Ok. Mais donc elle est partie, si je ne m'abuse, parce que moi j'ai jamais pratiqué avec elle, mais elle est partie de l'Ashtanga, donc qui était un style de yoga assez classique. Et puis après elle a développé ses propres formes, elle s'inspirait notamment de la danse et du Qigong, si je dis pas de bêtises. Et elle a créé son propre système avec beaucoup de salutations différentes, c'est toujours un peu le même répertoire de postures, mais qu'elle a agencé différemment. Et donc, dans quelque chose de très fluide. Son style, ça s'appelle Prana Flow, si je ne m'abuse. Prana, c'est un peu l'énergie vitale, et le flow, c'est le mouvement fluide. Mais oui, donc comme tu dis, effectivement, elle s'adresse quand même à un public avancé, puisqu'elle forme que des profs, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Donc c'est des pratiques qui sont assez intenses et une façon de guider qui est plutôt avancée. Donc il faut déjà être familier de cette façon de faire. Mais peut-être que du coup, ça a inspiré cette pratique adaptée que tu proposes à tes élèves qui sont débutants, sédentaires, enfin qui sont pas profs de yoga. Peut-être parce qu'il y avait déjà une recherche de liberté et de fluidité là-dedans dans ce qu'elle fait. Enfin, je m'avance peut-être. Alors je sais pas. Oui, il y a clairement cette recherche. Elle utilise beaucoup en effet une forme de du mouvement spontané, Sahaja. Elle fait aussi ces danses très libres. Par contre, l'accessibilité de ces cours, je suis pas sûre. Ouais. Après, je pense pas qu'elle s'adresse uniquement aux gens qui sont déjà profs. Hein. C'est juste qu'en général, dans ces formations, on retrouve des profs. Et puis, mais en effet, non, oui, cette liberté, cette fluidité dans les mouvements et dans le séquencement, dans la création des cours, oui. Et moi, j'avais vu ça un peu avec Simon Park, donc justement là où on s'était rencontrés. Donc Simon Park, qui était son élève, qui maintenant a sa propre école. Mais c'est du yoga classique mélangé à une sorte de tai chi, danse. Enfin, c'est très très agréable comme façon de pratiquer, puisque ça sort aussi un peu du côté linéaire et antéro-postérieur du yoga classique, pour créer vraiment quelque chose de très fluide et d'assez planant. Enfin, moi, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de pratiquer d'enseigner le yoga. Avant, je travaillais plus dans le domaine du pilate, mais quand j'ai fait cette pratique-là, je me suis dit, ah ouais, c'est ça que je veux faire, quoi. Et donc, je pense que de cette pratique très libre, ça peut nous aider pour enseigner à nos élèves, parce que justement, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus libre, et cette idée, cette intention, elle peut se retrouver même dans des pratiques très simples qui sont accessibles à tous. Ok, donc bon, ça c'était plutôt ta vision de l'enseignement, mais du coup, comment ça s'articule par exemple dans la façon dont, parce que tu as dit tout à l'heure que tu t'es responsable d'un studio, comment ça se traduit dans la façon dont il y a ce que tu proposes dans les cours, mais la manière dont tu proposes les cours même, dans le planning et dans les gens que tu fais intervenir dans ton studio.
Moi, j'ai beaucoup réfléchi parce que voilà, quand j'ai commencé à aller enseigner le yoga à Lesbos, j'avais des collègues pas dans le milieu du yoga qui me disaient mais pourquoi tu veux faire du yoga là-bas quoi. En fait, personne même comprend que le yoga c'est une pratique où il y a besoin de rien, il y a même pas besoin d'un tapis quoi. C'est un peu plus confortable avec un tapis, mais on a besoin de rien. Et à Genève, et dans beaucoup d'endroits, la pratique du yoga, c'est dans des studios hors de prix, et du coup, ça en fait une pratique vraiment réservée à une certaine élite monétaire, dirons-nous, une certaine couche de la population. Et puis ça m'agace. Et puis après, ce qui m'agace aussi, moi j'ai donné beaucoup de cours sur donation. Il y a beaucoup de cours sur donation à Genève, j'en ai donné dans des parcs, etc. Ça m'agace aussi que des gens en Chanel viennent et puis me payent 2 € pour 2 heures de cours. Voilà, ça m'énerve aussi. Donc du coup, j'ai cherché des méthodes. Je veux que les profs soient payés pour leur travail. Je veux que les gens puissent accéder au yoga. Comment je peux faire ? Et du coup, j'ai mis en place plusieurs choses dans mon studio, en tout cas pour l'accessibilité des cours. On a un cours sur donation par semaine et les profs tournent sur ce cours-là et par contre l'argent est réversé à une association. Soit une association locale, soit une association plus liée au yoga mais peut-être un peu plus loin. Et on a mis en place un système de cours de yoga suspendu. Et c'est pas suspendu dans le sens aérien avec des petits hamacs, c'est suspendu dans le sens sur une ardoise. Donc ça vient vraiment, l'idée m'est venue des cafés suspendus en Italie, cette idée qu'on peut rentrer dans un café, payer 2 expressos, garder un expresso pour soi et l'autre expresso est mis de côté sur une ardoise. Enfin, il n'est pas servi du coup dans une petite tasse, mais en tout cas on sait qu'il a été payé et puis il est disponible pour quelqu'un d'autre. Et une personne vient dans le café, demande un café suspendu et peut bénéficier de ce café qui a été offert par du coup, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est exactement ce qu'on peut faire dans le studio de Genève. Les gens peuvent donner un cours d'un abonnement qu'ils achètent. S'ils achètent 10 cours, ils peuvent donner un cours, ils peuvent donner de l'argent, mais en tout cas, ils peuvent offrir des cours de yoga à un ou une inconnue. Et à côté de ça, je suis en contact avec plusieurs organisations et associations à Genève. Donc il y a une organisation LGBTQ, il y a une organisation de femmes migrantes, il y a un foyer. Et donc on propose ces cours-là aux gens de l'association. Et ce qui est cool et ce que j'aime énormément, parce que j'ai aussi donné des cours à des groupes de réfugiés en Suisse, mais du coup, ça continue à séparer ces populations. Et puis c'est triste, en fait. Donc, moi, ce que j'aime, c'est dans mon studio, personne ne sait dans le cours qui peut-être a bénéficié d'un cours suspendu, qui n'en a pas bénéficié. On s'en fout. Là n'est pas la question. Et donc, c'est un peu plus mélanger les populations. Et ça, j'aime bien. Et le prof est payé. Ça aussi, c'est... Et le prof est payé, ok. Ça c'est merveilleux en fait parce que du coup, je t'en ai pas forcément parlé avant, mais en fait cet entretien qu'on fait aujourd'hui, il sera précédé d'un petit épisode où je suis en solo et j'explique à mon avis en quoi pratiquer le yoga peut être un acte politique. Et c'est marrant parce que tu sais donc pas ce que ça contient cet épisode, mais tu coches un peu les cases, enfin tu dis un petit peu, on est sur la même ligne parce que effectivement il y a à mon sens, cette notion que c'est important de créer des cours pour des besoins spécifiques. Je crois qu'il y a aussi des personnes il y a des groupes des cours, je vais y arriver, pour les personnes en surpoids, par exemple, dans ton studio, où j'ai pas compris. Alors, on avait commencé avec ça, on a un peu perdu le groupe, mais en effet, on s'est posé cette question d'avoir à la fois des espaces réservés, mais aussi, par exemple, d'offrir un cours privé de 20 minutes à une personne en surpoids pour qu'il ou elle puisse adapter aussi la pratique et venir à n'importe quel cours sans jamais se sentir comme un con ou comme une conne. Et donc, il y a ce mix de éventuellement offrir des espaces réservés et privilégiés qu'on n'a pas en ce moment, mais qui peuvent réémerger si besoin, et s'assurer aussi que tous les cours soient accessibles à absolument tous, de toute façon.
C'est ça. Donc en fait, il me semble que l'action elle est pertinente s'il y a comme sur deux lignes en parallèle. Donc permettre à des gens qui se sentiraient exclus soit économiquement, soit pour d'autres raisons de la pratique du yoga. Donc là, leur permettre dans des espaces réservés ou comme on dit safe space d'accéder à ça. Mais qu'ensuite la démarche elle est vraiment complète si il y a aussi des espaces où tout le monde est ensemble et où si la pratique elle permet de rassembler vraiment. Enfin, moi je crois que c'est vraiment important et ça me paraît être cohérent avec la démarche de ce que c'est que le yoga, c'est-à-dire d'unir, quoi. Ok, et est-ce qu'il y a d'autres innovations que tu as pu mettre en place dans la gestion du studio et dans la façon dont tu accueillais les gens? Alors après, c'est beaucoup de petites choses. Par exemple, ce qui était vraiment important pour nous, c'était de ne pas avoir de type de corps montré en photo sur le site du studio. Par exemple, donc le logo du studio, c'est une petite posture en origami. Donc ça, c'était vraiment important. On a aussi une équipe la plus diverse et variée qu'on a trouvée. On vient de prendre la décision d'arrêter les réseaux sociaux, ou en tout cas d'avoir juste un minimum. Donc d'avoir sur Instagram 1 ou 2 posts permanents, par exemple avec l'équipe, et de renvoyer sur le site. Parce que maintenant, c'est prouvé que les réseaux sociaux, c'est pas hyper bon pour la santé mentale des gens. C'est un euphémisme, hein, mais du coup, on n'a pas spécialement envie de participer à ça. Non seulement ça rajoute un travail monstrueux pour des résultats entre guillemets absolument nuls, mais ça participe à un système qu'on n'approuve pas forcément. Et ce qui est assez à contre-courant de tout ce qu'on peut voir dans l'industrie du yoga, quoi. De se retirer des réseaux sociaux pour un studio, c'est couillu, si tu... Après, on est tous coincés dans une espèce de course qui en fait marche pas. Ça marche pas pour. C'est une course qui nous fait, où il n'y a pas de gagnant en fait. C'est juste une espèce de. Tout le monde se sent mal, personne n'aime ça. Donc autant sortir et puis trouver autre chose et faire les choses différemment. Ouais. Ouais, à part Mark Zuckerberg, il y a peut-être pas beaucoup de gagnants, non, effectivement. Mais ok, oui, donc ça c'est très, donc pas, et sur les murs du studio, par exemple, il y a pas de photos de posture de yoga ou il y a pas les yoga charts qu'on peut voir. Et ça participait de quelle logique? Pourquoi t'as pas voulu montrer des corps, des images de corps? Parce que tout simplement, en tout cas l'image du yoga qu'on a actuellement en France et en nous, c'est pas du tout l'image historique, hein, mais c'est une femme blanche, mince, voilà. Moi, je suis une femme blanche relativement mince, donc pas de bol. Mais déjà, je voulais pas que le studio soit lié à moi. Le studio, c'est vraiment un espace pour les profs et pas du tout pour moi. Et puis, oui, du coup, on veut pas forcément participer à cette image et on veut neutraliser un peu cette espèce de cliché, donc cette norme qui est la norme du monde du yoga occidental actuel. Un autre détail aussi, par exemple, c'est sur le site internet, toute notre communication est faite en langage inclusif. Et la plupart des enseignants du studio enseignent dans un langage le plus inclusif possible et non genré possible. Et donc toujours pour effectivement, enfin que ce soit dans le langage ou dans la communication, l'imagerie de la communication ou dans l'absence de communication sur les réseaux sociaux, d'essayer de s'affranchir des normes. Donc justement, c'est ce que tu dis, enfin tu as utilisé ce terme tout à l'heure. Et ça, je trouve ça très audacieux, très courageux, surtout alors qu'il faut faire face à des impératifs économiques, puisque je le rappelle, toi tu enseignes à Genève, et Genève c'est une ville qui coûte cher, et donc il y aurait cette... comment tu fais pour combiner des impératifs économiques où faut payer le loyer, faut payer les profs, faut vivre quand même un peu, et cette volonté-là assez radicale de pas suivre le mouvement global qui est imposé un peu par l'industrie du yoga, quoi. Honnêtement, je pense pas qu'une présence sur les réseaux sociaux ramène du fric. Je pense vraiment pas. Ce qui ramène des élèves, enfin ce qui ramène du fric, c'est du coup d'avoir des élèves réguliers, c'est-à-dire avoir des bons profs,
avoir une communication éthique et honnête. Nous, on a beaucoup, avec le Covid, évidemment, on a beaucoup travaillé sur la communication. On a été honnête en disant qu'à des moments on galérait. On a créé, par exemple, pour les tarifs en ligne, quand on a dû passer en ligne comme tout le monde, on a créé un tarif petit budget, parce que évidemment c'est important pour nous, un tarif normal et un tarif soutien, pour aussi encourager les gens, s'ils ont envie de nous soutenir parce qu'on galère, ils peuvent le faire. On paye, notre but c'est de payer les profs correctement pour leur travail, ça c'est sûr. Après, moi je vis pas de mon studio, quoi. Donc c'est un peu ça le principe. Après on a un petit loyer, donc on s'en est quand même sorti. Mais je vis pas de mon studio. En fait, c'est beaucoup de bénévolat ou du presque bénévolat, parce que c'est quelque chose qui me passionne et puis que qui est important. Avoir un impact, c'est aussi ça fait partie de ta pratique du yoga finalement, quoi. Mm-hmm. Et alors il y a une autre partie de l'activité, puisque tu es multifacette, il y a la formation de yoga que tu proposes, mais cette fois à Genève. Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu l'as conçue et comment tu approches cette activité de former des profs? Alors oui, c'est une formation du coup que je fais avec une autre enseignante qui s'appelle Zeynep, qui est absolument fantastique. La formation, c'est quelque chose de basique, c'est une formation de 200 heures. On a un certain programme qu'on doit suivre et des sujets qu'on doit suivre. Bien sûr, on s'assure dans cette formation que les sujets qui nous tiennent à cœur sont vus, c'est-à-dire en effet d'enseigner en faisant attention au trauma, en donnant la liberté aux élèves. On encourage bien sûr aussi les futurs enseignants à trouver leur propre style. J'aime pas forcément cette expression, mais enseigner ce qui leur vient et puis leur pratique. On n'impose rien. Donc tout ça, c'est bien sûr des choses transmises. Et dans notre formation, on a 2 places qu'on appelle des places sponsorisées. Donc c'est 2 places gratuites pour des personnes qui ne peuvent pas se payer une formation d'enseignant de yoga. Elles sont gratuites, on demande un petit coup de main dans la formation pour aider un peu à l'organisation, etc. Mais voilà, ça c'est vraiment, vraiment important pour nous. Et donc des personnes peuvent avoir accès à une formation de yoga, même s'ils n'ont pas les moyens, quoi. Exactement. Parce que, pareil, on s'aligne. Pour donner un prix à une formation, c'est toujours un peu cette histoire de tout le monde doit vivre et être payé correctement, et puis on n'est pas là pour... donc on s'aligne un peu sur les prix qui se font à Genève, parce qu'on n'est pas des monstres, et puis que ça reste à peu près cohérent et puis sympa pour les autres, quoi. Mais ça fait quand même des formations relativement coûteuses, et puis tout le monde ne peut pas se les permettre. Du coup, avoir ces 2 places gratuites, c'est vraiment important. Ouais. Très bien. Donc il y a plein de manières finalement d'amener une dimension plus éthique finalement dans ce qui est devenu quand même un gros business, quoi. Et qui est pas forcément mauvais, parce que moi par exemple ça me permet de vivre de ma passion, et donc c'est cool, mais qu'effectivement c'est important d'amener aussi, que ce soit pas que pour le profit, quoi. C'est qu'il y ait une sorte d'œuvre aussi qui puisse une sorte d'action transformative, puisque c'est quand même ça le but du yoga à la base, et que je pense que en Inde, alors il y a sûrement eu plein de situations et de configurations différentes, mais logiquement la pratique elle vise pas un bénéfice ou un profit, c'est un bénéfice en elle-même. Donc peut-être que en cherchant des solutions modernes sur une démarche plus inclusive, ou finalement on se rapproche par un biais détourné de l'esprit du yoga, ou peut-être d'un certain esprit du yoga qui est peut-être plus traditionnel ou plus ancestral, disons, quoi. Et donc, du coup, là, tu termines une mission en Grèce, et est-ce que pour la suite, tu as d'autres envies, d'autres projets pour développer un peu ça, le lien entre le yoga et les actions humanitaires ou l'engagement politique? J'en ai aucune idée. Je sais absolument pas ce que je vais faire. Mais je me fais pas trop de soucis. Non, tu te rends disponible pour ce que ça peut t'apporter. Exactement. Mais de toute façon, pour moi, le yoga est politique, en fait. J'ai du mal à... Je souffre un peu avec cette idée
de devenir la meilleure version de nous-mêmes pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est cette espèce de travail vertical sur soi-même, je trouve ça magnifique, mais je trouve qu'il manque quelque chose en fait après ça. Qu'est-ce qu'on fait de la meilleure version de nous-mêmes? Alors oui, en étant, bien sûr, on commence par nous-mêmes. Il y a vraiment cette idée, évidemment, il faut être confortable avec soi-même pour interagir avec le reste du monde. Mais si on n'interagit pas avec le reste du monde, à quoi ça sert? On est là en train de prier notre magnifique lumière seul sur notre joli tapis. C'est bien, mais je vois pas. Je sais pas. Je vois pas d'autre choix que d'aller faire briller cette version de nous-mêmes ailleurs. Très bien, c'est magnifique. C'est aussi une expression avec laquelle j'ai du mal et enfin, en tout cas, prise de façon isolée, comme tu viens de le dire. Et donc, je suis très content que ça t'interpelle aussi. Et je pensais à ça. J'y reviendrai donc, mais c'était un peu comme en fait l'individu, pour moi, il existe que comme le maillon d'une chaîne. Donc effectivement, s'il est un peu rouillé, un peu abîmé, il peut pas s'accrocher aux autres. Mais s'il est très très fort, mais qu'il est juste tout seul en dehors de la chaîne, il sert à rien non plus, quoi. Donc il faut qu'il soit solide, mais qu'il soit aussi connecté aux autres pour trouver sa place et que la démarche de construction personnelle, elle trouve son sens. J'aurai l'occasion d'y revenir parce que c'est quelque chose qui est très présent dans notre milieu du yoga et dans le développement personnel. Et je pense que c'est important qu'il y ait des gens du milieu ou d'ailleurs qui discutent un peu cette notion et qui l'enrichissent, parce que si on présente que cet horizon-là, c'est un peu pauvre. Merci beaucoup Claire. Est-ce que tu aurais une lecture ou une pratique ou quelque chose à recommander, une petite ressource avec laquelle nos auditeurs pourraient repartir? Du coup, c'est pas forcément lié au yoga. Non, c'est très libre. Voilà. Parce que là, je suis toujours très politisée, toujours, mais je viens de finir le bouquin de Taha Bouaf, Ceux qui ne sont rien, et puis j'ai vachement aimé. Okay. C'est un bouquin sur justement l'engagement, et ce que j'ai adoré dans ce bouquin. Donc Taha Bouaf, pour le présenter un petit peu, c'est un journaliste de gauche, c'est un journaliste militant. Ouais. C'est le journaliste qui a filmé Benalla en train de taper sur des gens. Voilà. Et donc, en gros, il suit beaucoup les manifs. Mais ce que je ne savais pas forcément, c'est qu'en fait, c'est Taha Bouaf, il a commencé justement par vouloir faire de la politique, en fait. Et ensuite, il est devenu journaliste. Mais ce que je trouve magnifique dans cet engagement, c'est qu'en fait, tout ce qu'il fait, c'est une espèce d'amour énorme pour la France et les Français. En fait, il est dans les manifs, il veut faire changer le monde, mais c'est vraiment ancré dans un amour profond de la France. Et voilà, moi j'ai choisi d'être en Grèce. Moi je me bats pour les réfugiés. Après, on peut pas se battre pour tout, mais j'ai trouvé ça tellement beau, de voir que tout ça, en fait, c'est vraiment ancré dans un amour et une envie d'inclure tout le monde et de rendre la vie des gens meilleure et de se battre pour leurs droits. Et puis, ça m'a ému. Je trouve ça beau. Ouais. Merci beaucoup. C'est beau ce moteur que finalement tout ça, même si l'engagement politique il peut parfois avoir des apparences de combat, que finalement en fait le moteur profond c'est l'amour et pas la colère. Enfin, même s'il y a une colère légitime qui peut émerger, mais que ce qui sous-tend tout ça c'est l'amour. Je crois que c'est une pardon, ouais, c'est ça. Tu es d'accord? C'est une merveilleuse conclusion, je crois. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine? Non, c'est tout bon. Je te remercie, Adrien. Merci beaucoup, Claire. Je suis ravi que tu aies participé à La Tête aux Pieds. Merci d'avoir partagé ton expérience. Bravo pour ton engagement. On l'a vu, que ce soit dans l'humanitaire ou dans le yoga. Et moi, je trouve que c'est vraiment important de proposer une autre vision du yoga qui l'enrichit.
et qui enrichit aussi ses pratiquants, quoi. Que c'est pas que une gym cool de luxe dans des endroits fashion, mais que ça peut être beaucoup plus que ça, et ça fait du bien aux yogis et ça fait du bien au yoga. Merci beaucoup encore, bravo encore, et à très bientôt. Merci Adrien. Salut Claire. Merci d'avoir écouté La Tête aux Pieds. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux et à en parler autour de vous. Pour pratiquer avec moi, rendez-vous sur mon site adrienmater.com. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.